Que valent les nouveaux Mac équipés de la puce M1? Premier verdict avec le MacBook Pro 13 pouces. Les gains de performance et d'autonomie sont-ils au rendez-vous? Faut-il craquer ou attendre? Au-delà, quel avenir pour le Mac? La puce M1 va-t-il lui permettre de disrupter le marché du PC? Toutes les réponses avec un invité exceptionnel cette semaine, Jean-Louis Gasset, ancien numéro 2 d'Apple. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, c'est important. Pour cette émission, dernière émission de la saison, pas de la saison de l'année, pardon, avec comme chroniqueur un invité exceptionnel cette semaine, Monsieur Jean-Louis Gasset en duplex de Palo Alto. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, bonsoir plutôt pour vous. Oui, on enregistre le soir. Ça va bien Jean-Louis? Ah, très très bien, merci beaucoup. Alors Jean-Louis, on ne vous présente plus, mais un peu quand même. Vous êtes le fondateur d'Apple France et d'Apple Europe avant de prendre la direction de Cupertino et de la marque en tant que vice-président. Vous étiez le numéro 2 d'Apple du temps de John Sculley. Vous avez succédé à Steve Jobs pour prendre la direction de la division matériel et logiciel du Mac chez Apple au milieu des années 80. Autant dire que vous êtes un observateur attentif de la migration d'Apple avec l'abandon de la puce Intel. Donc, ça va être passionnant ce soir. À mes côtés, en plateau, Laurent Pantanach. Bonjour, Laurent. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Didier. Bonjour toute l'équipe. En duplex, du côté de Lausanne, monsieur Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, salut tout le monde. Bah écoute, moi c'est toujours un plaisir de faire une émission avec Jean-Louis. En plus là, c'est quand même pas n'importe quelle émission, hein, le nouveau processeur d'Apple. C'est quand même la petite révolution du moment, quoi. C'est une émission historique et je vois que tu es déjà équipé des nouveaux AirPods Max. Et tu n'es pas le seul à être équipé des AirPods Max puisque nous avons également en duplex Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué mais fashion victime, Monsieur X. Eh oui, fashion victime, je crois que je serais peut-être capable d'acheter à peu près n'importe quel produit flanqué de la pomme. Merci Monsieur X. Les amis, avant de parler de ce MacBook Pro M1, je sais cette émission s'est fait un peu attendre car nous avons voulu prendre notre temps, d'une part pour vraiment le tester à fond. Et puis, il faut bien avouer qu'Apple a un peu traîné des pieds pour nous livrer la machine. Hein. Nous refusons, vous le savez, on refait le Mac, d'acheter nos ordinateurs de test. On considère que c'est le boulot d'Apple de les fournir à tous les organes de presse de France et de Navarre et pas, je dirais, simplement aux youtubeurs, même s'ils sont importants aujourd'hui. Mais si chaque fois qu'on doit tester une machine, il faut qu'on l'achète, je ne crois pas qu'on puisse continuer longtemps. On refait le Mac. Bref. Nous allons, avant de découvrir en détail ce MacBook Pro M1, un mot à propos de notre sponsor cette semaine, l'ACI et son Rugged SSD. C'est le dernier modèle du célèbre disque tout-terrain équipé du bumper orange. Comme son nom l'indique, il intègre un SSD Seagate FireCuda au format NVMe, un format très compact qui a permis de diminuer la taille du boîtier. Le tout est recouvert d'une épaisse couche de caoutchouc qui protège le disque des chutes de 3 mètres et de l'écrasement de 2 tonnes. Mais également la poussière et l'immersion dans l'eau durant 30 minutes à 1 mètre. Bref, il est certifié IP67. Il est vraiment conçu pour une utilisation tout-terrain. Comptez environ 150 € pour une version 500 Go en ce moment. C'est moins cher que l'option 500 Go SSD d'Apple pour le MacBook Pro M1. Bref, il faut savoir que la version de base d'Apple ne propose que 256 Go. Autant dire que le Rugged SSD est une belle alternative si vous souhaitez acheter ou si vous utilisez un MacBook Pro, tant pour archiver que pour stocker vos fichiers, d'autant qu'il est garanti 5 ans et comporte la garantie Rescue. Merci à l'ACI de nous soutenir. Place donc au test du MacBook Pro M1 pour un tour d'horizon complet et on commence par le chapitre Design.
En préambule de ce chapitre design, première question sur Twitter. Vous étiez très nombreux encore cette semaine. Une question de Superflow. Pensez-vous que les ventes seront toujours au rendez-vous avec cette nouvelle mouture? Apple a fait parler la poudre pour les performances, mais le design évolue peu. Est-ce bien suffisant aux yeux des clients? En effet, le design n'a pas évolué, on s'y attendait en fait, messieurs, pas de changement de design comme c'était déjà le cas en 2005, souvenez-vous Monsieur X, lors de la migration de la puce PowerPC à Intel, les premières machines étaient équipées de la puce Intel, étaient des machines identiques à la version PowerPC, c'était d'abord le MacBook Pro premier du nom, et puis à quelques semaines plus tard, je crois que c'était le Mac Mini, si je me souviens bien, Monsieur X. Comment on peut interpréter ce choix, peut-être avec Jean-Louis? C'est un choix financier, vous pensez, Jean-Louis, de conserver le design pour amortir les chaînes de production actuelles? Et pensez-vous qu'Apple joue un petit peu la montre et pourrait proposer pour plus tard des designs plus audacieux? Non, je pense qu'il s'agissait de tenir les promesses du mois de juin à la conférence des développeurs, en disant que les premières machines seraient livrées avant la fin de l'année, ce qui a été le cas. Et pour ça, pour aller plus vite, il fallait diminuer le nombre de facteurs de risque. Et donc, si je peux utiliser un mauvais jeu de mots, et donc oui, c'est une puce risque, en effet. remplacer juste le module processeur et laisser le reste de la machine interne et externe intact. Et ça marche très bien. Comme beaucoup, ici, j'ai acheté un MacBook Air pour mon épouse et un MacBook Pro pour moi. Et, pas de jalousie dans la famille, c'est bien. Voilà. Happy Life, Happy Wife, on a les mêmes concepts, Jean-Louis. Monsieur X, vous étiez au sein d'Apple au moment de la dernière migration entre le PowerPC et la puce Intel. Même stratégie à l'époque suivie par Steve Jobs, on conserve le design. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Jean-Louis, Monsieur X, brièvement? Tu sais, d'abord, je suis toujours d'accord avec ce que dit Jean-Louis, mais à l'époque, quand on a fait la migration PowerPC vers Intel, tu sais, il n'y avait pas de place pour le débat de savoir s'il fallait garder ou investir sur le casing, ce que tu appelles le design du produit au même moment. Toute l'énergie d'Apple était tendue vers une seule chose, qui était la compatibilité logicielle pour passer de PowerPC à la plateforme Intel, avec pour la première fois cet émulateur qu'on appelait Rosetta, qu'on appelle toujours Rosetta aujourd'hui. Donc il n'y avait absolument pas de place pour autre chose. Alors on trouve effectivement, Monsieur X, le même boîtier en aluminium que la version précédente, les mêmes dimensions, le même poids. Alors on pensait que l'architecture Apple Silicon permettrait aux designers d'Apple, on en parlait ensemble, Jean-Louis, lors de la dernière émission au mois de juillet, que Apple pourrait gagner pas mal de place et pouvoir permettre à ses ingénieurs et designers de se montrer plus créatifs. Il n'en est rien, puisque le site iFixit a démonté le MacBook Pro et une fois ouvert, surprise, la version M1 semble quasiment identique, regardez, à la version Intel, comme si Apple s'était contenté d'interchanger les puces, ce qui n'est pas vraiment le cas. Didier, qu'est-ce que ça t'inspire? Le meilleur est à venir, selon toi? Oui, moi je rejoins un petit peu l'avis général, c'est-à-dire qu'effectivement c'est des machines qu'il fallait sortir vite, il fallait réutiliser les chaînes de production aussi, puis il y a le Covid, je pense qu'ils ont plein de contraintes derrière. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'ils n'aient pas repris peut-être une coque de MacBook, tu vois, pour faire par exemple le MacBook Air. Voilà. C'est vrai qu'on est un peu sur notre fin. Alors d'un côté, on est très content parce que les processeurs sont rapides, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu. On s'attendait à plutôt une révolution. On en parlera peut-être après aussi sur la partie software, mais on aurait aimé de l'écran tactile, par exemple, pour utiliser les applis iOS. Ça fait un petit peu bizarre de les manipuler à la souris. Et puis effectivement, des machines un peu plus fines. Quand tu vois le Mac Mini, quand tu l'ouvres, il y a que du vide dedans. Donc ils auraient pu faire un mini Mac Mini, par exemple. Mais ça va peut-être venir. C'est transitionnel, oui, je pense aussi. Mais c'est vrai que quelque part, quand tu achètes ça aujourd'hui, tu achètes une espèce encore un peu de prototype, quoi. De machine hybride, dirons-nous. Voilà. Laurent, tu penses que le meilleur est à venir, comme on l'a dit en préambule, plutôt en 2021, voire 2022 pour des nouveaux designs, notamment pour les machines de bureau? Oui, je pense que ça va arriver effectivement avec l'iMac. Oui, parce que là, c'est plus du vide qu'il y a quand même. C'est un désert. Exactement. Donc, du coup, l'iMac. Maintenant, si on prend juste le MacBook Pro ou le MacBook Air,
ça reste des super machines. Hein. Tout le monde les copie. Alors oui, on aimerait avoir le bord à bord. Oui, tu aimerais avoir le tactile, moi aussi. On va en parler. Mais tu veux, grosso modo, ces machines-là, finalement, quand on regarde l'ergonomie, c'est des machines qui sont hyper fonctionnelles, quoi. Même design donc, on retrouve le clavier ciseaux Magic Keyboard qui a avantageusement, c'est dur à dire, remplacé les modèles papillon qui tombaient, souvenez-vous, chroniquement en panne sur les anciennes versions. On retrouve bien sûr la touch bar et le bouton Touch ID, hein, qui ne dépendent plus désormais de la puce T2, on en parlera dans un instant. Et on retrouve également le large trackpad utilisé également sur les versions précédentes. Et puis l'écran, tu l'as dit tout à l'heure, hein, 13,3 pouces, on s'attendait plutôt à une version 14 pouces. Et des bordures un petit peu affinées, c'est vrai que ça jure un peu. Et puis tu le disais à l'instant, Didier, pas d'écran tactile, c'est la vraie déception. On en parlait ensemble lors de la dernière émission, Jean-Louis. Nos espoirs ont été un petit peu noyés ou refroidis par Craig Federighi, hein, le big boss de macOS et iOS. Regardez ce que déclare Craig Federighi, donc le big boss de macOS et iOS à l'Independent, lorsqu'on a lancé et présenté Big Sur, il y a eu pas mal d'articles qui ont commencé à tourner en boucle, qui disaient oh mon Dieu, regardez, Apple est en train de préparer une version tactile de macOS. En tout cas, ils pensaient comme ça, et moi je me disais ouais, pourquoi, hein. Et en fait, nous avons conçu macOS pour le rendre plus confortable et naturel à utiliser, mais absolument pas pour le rendre tactile. Donc les choses sont claires pour Craig Federighi, mon cher Jean-Louis. Est-ce que vous pensez que c'est une info ou c'est de l'intox? Je pense que Craig Federighi est un homme absolument charmant, disert, vraiment un des meilleurs porte-parole d'Apple. Mais cette parole-là n'est peut-être pas la plus exacte en ce qui concerne le futur. Souvenons-nous que lorsqu'il s'était agi de rajouter un clavier à l'iPad, à une époque, Apple disait on ne fera jamais ce qu'ils appelaient un réfrigérateur grille-pain, toaster fridge en anglais. Et puis, le même Craig Federighi nous a fait une superbe démo du Magic Keyboard et Trackpad pour... oui, en plus, il y a le trackpad, hein, et la gestion de la souris. Oui. Donc, l'iPad va vers l'ordinateur. Pourquoi l'ordinateur n'irait pas vers l'iPad, en fait? C'est ça l'idée. Hein. Oui. Moi, je pense qu'un beau jour, peut-être pas en 2021, mais un beau jour, Craig Federighi nous dira « Ah, on a pensé très sérieusement à la façon d'intégrer, et là, on a trouvé une façon optimale de faire le job. » Ils se sont contredits pour l'iPad. Pourquoi ils ne se contrediraient pas pour le Mac? L'idée n'est pas de savoir s'il y aura un écran tactile, mais savoir si l'écran tactile marchera bien. Ouais. Il y aura une bonne interface utilisateur. Oui, encore une fois, la nouvelle génération ne jure que par le tactile, donc c'est dans le sens de l'histoire. Je suis d'accord avec vous. J'espère que l'avenir nous donnera et vous donnera raison, cher Jean-Louis. Revenons au présent avec le point le plus négatif en termes de design de ce MacBook Pro. C'est la connectique qui ne dispose que de 2 ports USB-C. USB-C Thunderbolt 3, hein, contre 4 pour les versions haut de gamme, hein, encore sur Intel, regardez. Attention, cette fois-ci c'est de l'USB 4, hein, c'était l'USB 3 sur les versions précédentes. Didier, c'est une volonté, tu penses, réelle d'Apple de favoriser la gamme Intel qui est encore au catalogue et qui dispose d'une meilleure connectique concrètement? Il y a deux choses. Déjà, ils ont commencé par l'entrée de gamme, donc ça remplace en fait un modèle d'entrée de gamme, donc il n'y a pas tellement de surprises là-dessus. Et après, je pense que la puce, elle manque encore de lignes de PCI Express, donc qui te permettent de mettre plein de ports sur ton ordi. D'ailleurs, on le voit, il y a des limitations sur l'écran, sur l'Ethernet, enfin sur pas mal de choses. Du coup, voilà, c'est assez cohérent, je dirais, par rapport à ces premières puces. Et puis, je pense qu'il ne faut pas surestimer ces machines, ce qui est un peu l'erreur que beaucoup de gens font en ce moment, c'est-à-dire que les prendre pour des machines plus puissantes ou plus polyvalentes qu'elles le sont. Donc voilà, ça va être une super puce d'entrée de gamme, mais vraiment le meilleur reste à venir. Donc soyez un peu patients. Les belles machines avec les ports, avec tout ce qu'il faut, elles vont arriver bientôt. Ouais. En tout cas, le réflexe est là de comparer ces machines d'entrée de gamme à des machines plus pro, parce que vous allez voir dans le prochain chapitre, elles font beaucoup d'ombre en version pro sous Intel et facturées beaucoup plus cher.
M1 Perf, quelle claque! Le gain de puissance est une évidence sur cette machine dopée à la puce M1. C'est ce que révèle également notre premier sondage de la semaine. Regardez, vous êtes tous d'accord sur ce point-là. Pour quelles raisons allez-vous ou avez-vous craqué pour un Mac équipé d'une puce M1 Apple Silicon? Vous êtes 43,2% à répondre la puissance, 18,8% répondent seulement l'autonomie. Moi, c'est plutôt ça qui m'a séduit cette machine. 4,7% seulement le silence, ça aussi c'est génial. Et enfin, 33,33% le rapport qualité-prix. Alors, lors de la présentation, vous étiez à peu près de 200 à voter. Lors de la présentation du processeur M1, Apple a annoncé des chiffres démesurés en matière de gain de puissance, jusqu'à 3,5 fois plus rapide qu'un Core i7 quad-core de chez Intel. Alors, rappelons que la puce M1 intègre désormais 8 cœurs et que voilà, elle promet beaucoup. Mais avant de parler des benches, moi j'ai trouvé que dès qu'on allumait la machine, on avait vraiment un sentiment que la machine était un peu survitaminée, vraiment un gain de réactivité. Dès la sortie de mise en veille, c'est vraiment assez spectaculaire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Laurent. Oui, tout à fait. En fait, il y a une fluidité. En fait. Et on s'est tous fait la même remarque au moment où on lève l'écran est allumé. On a oublié de l'éteindre. Exactement. À un moment donné, je me dis, c'est une erreur. En fait, l'écran ne s'éteint pas. En fait, quand on regarde vraiment bas, oui, il se coupe, mais en fait, il s'active immédiatement. J'ai refait le test à côté sur mon MacBook Pro. Ça peut prendre une seconde. Pareil pour les écrans externes. L'activation des écrans externes, c'est instantané. Quoi. Ouais. Et puis les lancements des apps aussi est vraiment plus rapide. Y compris des apps qui passent par qui ne sont pas natives Apple Silicon. Ouais. Donc vraiment, on a vraiment un sentiment dès le déballage de la machine, on a l'impression de revenir à l'époque du PowerPC. On avait aussi ce sentiment d'activité qu'on avait un petit peu perdu avec la puce Intel pour le gain justement de réactivité, de sortie d'économie d'énergie. Mais parlons de puissance brute. Qu'en est-il en termes de gains avec des outils de mesure comme Geekbench 5 et Cinebench? Les performances sont-elles ou sont tout bonnement incroyables? Regardez, Didier, si tu veux les commenter. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des cœurs qui sont. On a 4 cœurs rapides et 4 cœurs lents. Et les 4 cœurs rapides sont très rapides. C'est-à-dire qu'en monocœur, on a des performances qu'on n'atteint quasiment pas, avec certaines puces AMD. Mais effectivement, ça pulvérise Intel. Par contre, après, c'est vrai que tu as 4 autres cœurs qui sont lents. Donc, c'est pas un vrai 8 cœurs au sens d'Intel. Mais tu as quand même des fréquences qui sont assez élevées. Alors, c'est vrai que dans des scores de Geekbench, c'est assez impressionnant. Alors, c'est un peu biaisé Geekbench parce qu'en fait, il additionne plein de choses. Il fait plein de calculs différents. Donc il y a des calculs qui sont très très favorables à cette puce M1, notamment tout ce qui est encodage vidéo. Donc là, il va être largement favorisé. Donc il faut quand même prendre un petit peu la mesure de ça. Dans Cinebench, c'est plus intéressant parce que tu sais que c'est l'outil de bench de cinéma 4D, donc c'est pour faire du calcul d'image. Là aussi, il y a des optimisations qui sont faites pour cette puce. On a aussi, regarde, on a repris tes tests, regarde de Cinebench, et on voit vraiment que ce soit dans Cinebench ou dans Geekbench, en gros, le petit MacBook Pro M1 va presque aussi vite qu'un MacBook Pro 16 pouces Core i9, qui coûte quand même le triple ou le quadruple du prix, c'est dingue. Mais c'est de la puissance brute, c'est pas à l'usage. Oui, puis à chaque fois, tu fais un bench sur un traitement en particulier, donc ça peut jouer, ça peut changer quand tu changes de traitement. D'ailleurs, nous, on a fait des petits tests avec Logic, tu vois, qui est le programme d'Apple, ultra optimisé. Ouais, on a aussi les images, si tout va bien. Dans Logic, là, on voit qu'on est un petit peu plus en retrait par rapport, par exemple, au Mac Mini Core i7. Tu vois, lui, il reste plus rapide, alors que c'était un 6 cœurs Intel là, qui a quand même 2 ans. Donc voilà, tu arrives à lancer, je sais plus, une vingtaine de pistes en plus. Donc voilà, c'est juste pour dire, effectivement, les traitements vidéo, les traitements photo, il va y avoir des performances assez incroyables, mais il faut bien pondérer ça avec ce que tu fais. L'audio, ça demande, là, par exemple, tu as 4 cœurs qui sont très rapides, mais les 4 cœurs qui sont très lents, eux, ils se font dépasser tout de suite quand tu lances plein de pistes avec des effets, ce qu'on a fait dans notre test. Donc voilà, le meilleur reste à venir. C'est évidemment une énorme prouesse d'arriver à faire ça comme ça avec une puce qui est sur une machine. On rappelle, le Mac Mini démarre à 800 €, donc, comme tu disais. C'est quand même assez surprenant parce que là c'est pas de la puissance théorique. Là, on est en mode production avec Logic. Je crois que tu as fait également des tests en production vidéo avec Final Cut Pro.
Mais la vidéo, c'est juste dingue. En fait, c'est ce qui a le plus perturbé, notamment les youtubeurs qui font beaucoup de montage. J'ai mon pote, là, François, de la chaîne Explique-moi encore. Il a fait là, une petite vidéo il n'y a pas longtemps. Il a essayé de mettre à genoux le Mac Mini dans une timeline 8K. Je ne sais pas si tu te rends compte, du 8K sur une machine à 800 €, alors que ça tourne. Il faut un iMac haut de gamme ou un iMac Pro ou un Mac Pro pour que ça tourne. Effectivement, il y a énormément en fait, d'accélération hardware dans cette puce, ce qui fait que tu vas pouvoir lire des fichiers 8K, tu vas pouvoir leur appliquer des effets, là aussi, tous les effets de flou, tu vois, dans Pixelmator, dans tous les logiciels de photo. Donc c'est vrai que tu es transcendé en fait dans ces applications, tu arrives au niveau des MacBook Pro qui ont la plus grosse carte graphique AMD, et ça c'est complètement dingue. Et même c'est extrêmement frustrant justement pour les gens qui travaillent avec ces machines là aujourd'hui de se dire bon, peut-être que cette machine, tu vois, dans Logic elle va être plus rapide, mais là dans Final Cut, mais elle se prend une telle claque. Ouais, taillée sur mesure, c'est fou. Et tu peux nous commenter, regarde, transcodage Final Cut Pro en ProRes en HD64, ça, regardez le temps que met la puce M1, elle va presque aussi vite à nouveau qu'un Core i9. Donc si vous êtes youtubeur, que vous faites beaucoup de transcodage, beaucoup de vidéos avec votre réflexe, que vous devez derrière transcoder en HD64 pour diffuser sur YouTube, c'est loin d'être ridicule, on est d'accord, hein. C'est complètement fou. Moi, j'ai même le Canon R5 là, donc tu peux shooter en log. Log, c'est vraiment pour avoir le maximum, c'est un peu le RAW de la vidéo. Et en fait, si tu veux, moi, c'est des fichiers que je peux pas lire nativement là quand je suis en 4K, 60 images par seconde. Sur un MacBook Air, sur un MacBook Pro, j'arrive à lire ces fichiers, à lui appliquer des effets, et t'as pas de drop frame, c'est-à-dire t'as pas d'images qui sont pas affichées. Et ça, c'est un truc qui est complètement fou. Et effectivement, bon, alors après, Final Cut, il est ultra optimisé. Les effets qu'utilise Apple, ils vont utiliser tout ce qu'il faut dans le processeur pour que ça aille très très vite. Mais c'est vrai que l'équivalent de ce qu'il fallait avant pour faire ça, c'est-à-dire on parle par exemple d'un iMac Pro à 16 cœurs avec une grosse carte graphique. Donc on en est là aujourd'hui. Alors après, il faut relativiser aussi par rapport à Intel, par exemple, qui avait des accélérateurs aussi pour, par exemple, la conversion H264, qui marchaient très bien aussi. Donc quand tu les mets un petit peu face à face, tu as quand même des performances qui arrivent à être pas mal. Donc c'est toujours pareil, hein. Qu'est-ce que tu optimises aussi dans la puce? Apple fait des vrais choix techniques aussi. Oui, mais c'est aussi des usages qui sont les plus récurrents, donc c'est vraiment je pense, des bons choix. Et ce que tu disais est vraiment très juste, voir tourner une vidéo 8K sans drop frame sur Final Cut Pro X sur une machine à 800 €, alors que normalement, il faut quoi, Didier, au moins un iMac Pro pour faire ça, qui vaut quand même au moins 5000 €. C'est quand même rafraîchissant, seulement qu'on puisse dire. Oui, il faut beaucoup de cœur, effectivement. Donc, c'est assez dingue. Mais vraiment, quand tu vois la tête des gens là, qui ont publié des vidéos, les iJustine, tous ces gens qui travaillent avec de la vidéo toute la journée, mais ils avaient vraiment le sourire aux lèvres. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, en fait, un tel gain de performance. Alors après, évidemment, pour l'instant, en fait, ce qui est dur de faire des benches, c'est qu'il n'y a pas énormément de soft qui sont optimisés. Donc là, ça arrive petit à petit. Là, tu vois, cette semaine, il y en a eu pas mal. Il y a Lightroom qui arrive, il y a Office, etc. Mais c'est vrai que pour comparer Intel aussi et cette puce, il faut avoir l'équivalent. Même les Geekbench au début, ils étaient pas compatibles, tu te rappelles. Alors, on va essayer de comprendre comment Apple a réussi, entre guillemets, ce tour de force avec vous, Jean-Louis. Mais d'abord, une petite remarque. Regardez, vous notez que si vous allez sur le site d'Apple, pour la première fois, Apple n'affiche plus la fréquence du processeur sur ses Mac. On change carrément de paradigme, de planète. C'est plus un argument de vente aujourd'hui, Jean-Louis, la fréquence processeur. Regardez, il n'y a plus de fréquence processeur, c'est une puce M1, point barre. Oui, je crois que ce qui compte, ce qui fait la différence des processeurs M1, c'est la façon dont le logiciel et le matériel sont bien ajustés l'un sur l'autre, et en particulier l'emploi de corps, d'unités de traitement de CPUs et de GPUs qui fait la différence. Et donc la fréquence de base d'un processeur n'a plus du tout la même importance maintenant qu'on travaille avec des arrangements multiprocesseurs à haute vitesse ou à basse vitesse, à haute énergie ou à basse énergie, avec en plus un processeur de neural, de traitement de machine learning, de machine apprenante. Ouais. Et donc on n'a plus du tout les mêmes unités de mesure. Les unités de mesure anciennes ne s'appliquent plus. Ouais.
La loi de Moore est à reléguer au musée. Les gains de performance sont également spectaculaires et frappantes en matière de puissance graphique. Les machines d'entrée de gamme, entre guillemets, même si elles coûtent plus de 1 000 € pour les portables comme le MacBook Pro, elles étaient traditionnellement dépourvues de GPU, de cartes graphiques intégrées. Et d'habitude, elles avaient vraiment des performances assez ridicules. Là, les performances sont honnêtes. Qu'est-ce que tu as constaté de ton côté, Didier, notamment sur Geekbench? Repartons sur Geekbench, Didier. Oui, alors il y a pas mal de tests, mais sous Geekbench, il teste métal, donc voilà, il fait un certain nombre de traitements. Globalement, on est à peu près 2 fois plus rapide que la puce Intel intégrée avant, donc c'est vraiment pas mal, de doubler les performances comme ça d'une génération à l'autre. Et on est à peu près au niveau d'une Radeon Pro 560X, donc c'est une carte qu'on avait dans les 15 pouces il y a 2-3 ans. C'est sur l'iMac qu'on a la régie là, qui valait 3 ou 4 000 € il y a 2 ans, quoi. Ouais. Voilà, donc ça reste de l'entrée de gamme, si tu veux, par rapport au monde général des GPU, mais le gain est assez hallucinant. Et surtout, comme disait Jean-Louis, tout est sur la même puce. C'est-à-dire que vraiment, c'est tout de l'intégré. Donc aujourd'hui, il faudrait le comparer plutôt aux APU AMD. Voilà, ils te mettent un petit peu le CPU et le GPU au même endroit. Et c'est vrai que là, tu vois, on disait qu'on est à peu près au niveau d'une 5300M, qui est comme une carte d'entrée de gamme sur les portables Apple, qui n'est pas un foot de guerre non plus, mais je dirais que c'est suffisant vu le type de machine, en fait. Enfin, un GPU interne de qualité, je dirais, et qui tient ses promesses. Tu vas tester aussi les jeux, mais juste un mot avec Monsieur X, peut-être. Jean-Louis insistait sur le fait que tout ça est dû finalement à la qualité de l'intégration et de la complémentarité entre l'hardware et le software. En fait, Apple, à première vue, a réussi à refaire ce qui avait réussi déjà avec l'iPhone, à savoir une complémentarité matérielle et logicielle. On sait que les iPhones de base sont moins bien dotés en mémoire, sont moins bien dotés peut-être en fréquence processeur que leur équivalent sur Android, mais pourtant ils sont plus réactifs et parfois plus endurants. Ça se confirme également sur le Mac? Oui, ça se confirme sur le Mac, Olivier, et moi personnellement je ne croyais pas qu'on verrait ça de nouveau, c'est-à-dire cette politique de l'intégration complète entre le moteur, le processeur, le casing, le logiciel dans un Mac. Je pensais qu'Apple avait renoncer à ça, et là la démonstration est éclatante. Alors je pense aussi qu'ils ont pris leur temps et que le travail, c'est qu'un premier résultat d'optimisation entre le système d'exploitation et ce processeur d'une nouvelle génération a démarré il y a très 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 longtemps, et que c'est déjà bien abouti, et ça leur donne cet avantage. Alors après, moi je suis vraiment pas spécialiste des microprocesseurs. Il y a peut-être aussi pourtant tu en as vendu pas mal, Monsieur X, c'est Lego. Il y a peut-être aussi, et je vous dis une fois de plus, je suis pas spécialiste, vraiment la partie, on va dire, caractéristique physique de l'Apple Silicon, le pas de gravage qui est sans doute plus fin que les générations d'avant. 5 nanomètres, ouais. Intel est très en retard sur ce créneau-là, effectivement. Ouais, et je pense que une partie de ces résultats est due aux partenaires industriels et aux fondeurs avec qui travaille Apple, qui a réussi cette prouesse de dépasser Intel et d'autres sur la finesse de gravure, et pas que sur la finesse de gravure sur un processeur, mais d'avoir vraiment un processus industriel reproductible dans le temps à grande échelle. Parce que ça fait beaucoup. Même si la conception de ton microprocesseur peut encore avoir des optimisations à venir, cette finesse et cette qualité de production, ça fait à mon avis une bonne partie de cette puissance. Tu confirmes le gain de puissance également en prod, entre guillemets, en jeu vidéo? C'est le meilleur reflet possible de la puissance graphique d'une machine, Didier. Tu as fait quelques tests rapidement. Oui, de toute façon, il n'y a qu'un jeu qui a été optimisé pour le Mac M1, c'est World of Warcraft. Enfin, ça va arriver, il peut y en avoir d'autres. Et c'est vrai qu'avec Intel, par exemple, là, tu te mets en 1440p, donc tu as une résolution tout à fait honnête aujourd'hui. Tu étais à 30 images secondes avec Intel, donc pas très jouable. Et là, tu arrives à 60 images secondes avec cette machine. Alors, c'est quand même un vieux jeu, WoW, même s'il y a eu des optimisations et tout. Mais voilà, jouer à World of Warcraft sur un MacBook Air, par exemple, c'était un truc fallait faire beaucoup de compromis. Ouais. Et là, tu arrives à jouer dans des conditions correctes. Encore une fois, ça reste des performances, on va dire, bas de gamme par rapport à du jeu en général, mais c'est très prometteur vu le type de machine et vu la consommation aussi que tu as derrière. Un Mac Mini, ça consomme entre 20 et 30 watts, ça en consommait 80 avant, par exemple. Ouais, c'est dingue. Le progrès est phénoménal. Une petite question un peu plus prospective, peut-être avec Jean-Louis et pourquoi pas Laurent ici en plateau. Les amis, est-ce que quelque part on voit que le modèle d'Apple d'intégrer la puce graphique au sein même du processeur, c'est pas nouveau, Intel le faisait. Il y avait beaucoup de promesses, on était souvent déçus.
est-ce que c'est ça finalement l'avenir de l'informatique, même si le terme aujourd'hui fait un peu ancien combattant? Est-ce que vous pensez carrément que l'architecture classique de l'ordinateur avec la puce d'un côté et la carte graphique de l'autre va disparaître? Est-ce que ce type d'ordinateur annonce la mort annoncée des GPU dédiés? Peut-être avec Jean-Louis, après peut-être un mot avec Laurent. Une chose est sûre, on ne peut plus penser à augmenter la fréquence d'horloge indéfiniment. Dans les machines haut de gamme, on arrive à presque 5 gigas. Et puis, pour le moment, il est impossible de penser à aller plus loin. Donc, il faut diviser le travail de la machine en choses qu'on peut faire en parallèle. Donc, par exemple, du graphique, on peut peindre une scène, les différentes zones d'une scène avec plusieurs unités de calcul. Et puis d'autres choses, quand on veut faire de la modélisation météorologique, par exemple, il n'est pas possible de faire ça en parallèle, parce qu'on a besoin des résultats précédents avant d'aller à l'étape suivante. Mais l'avenir des machines, c'est maintenant des machines à multiprocesseurs spécialisés pour le machine learning, pour le graphique et pour le calcul à proprement parler. Et on va voir dans l'année qui vient ou dans les 2 années qui viennent, puisque Apple a dit que la transition se ferait en 2 ans, donc il y a toutes les raisons de croire que ça va être le cas. On va voir, il y a des rumeurs sur des machines avec jusqu'à 32 unités de calcul en parallèle. Et donc là, on va voir, si c'est vrai, on verra des avancées dans le ressenti de l'utilisateur qui seront tout à fait remarquables. Ouais, donc là, on casse vraiment le modèle traditionnel. Hein. On pense différemment, pour reprendre les codes et l'ADN d'Apple, Laurent. Et c'est là peut-être ce qui explique pourquoi Apple peut vraiment prendre un avantage, et on anticipe peut-être sur la conclusion de l'émission, à savoir si Apple va disrupter le marché avec ses Mac et Mac, le marché du PC. Mais là, on voit vraiment qu'on pense différemment et on conçoit différemment l'architecture d'un ordinateur pour le futur. Ouais, en fait, je m'appuierai sur ce que vient de dire Jean-Louis, mais effectivement, il y a 2 choses. Hein. On joue sur 2 grandes dimensions. La première, c'est la simplification des commandes, hein, parce que les processeurs ARM, en fait, les commandes qui sont passées sont simplifiées. Donc du coup, l'appel qui est fait au processeur n'est plus du tout le même. Et la deuxième chose, et Jean-Louis l'a dit, c'est au-delà même de la puce graphique, c'est qu'en fait, on demande à la puce de faire toute une série de choses. Et on le voit bien dans la présentation d'Apple. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de moteur neuronal, tout à l'heure Didier en parlait, il y a les cœurs rapides, il y a les cœurs plus lents. Donc on joue sur... Hein, c'est un peu, tu sais, comme dans les voitures, on disait, il y a la puissance et le couple. Ben là, finalement, tu fais un mélange de puissance et de couple au sein du même processeur qui te permet d'être plutôt polyvalent. Ça, c'est intéressant aujourd'hui. Et c'est là où, effectivement, je pense qu'on doit changer de notre façon. Avant, on avait le processeur au milieu qui était un peu le chef d'orchestre, et puis on avait tous les éléments autour. Aujourd'hui, finalement, le chef d'orchestre et les éléments autour, ils sont tous un peu... C'est un bundle avec tout ça. Donc je pense effectivement qu'on va avoir de sacrés changements. Si on regarde, et ça sera mon dernier point, Apple a parlé de puissance et de puissance neuronale. Ils ont pas parlé de teraflops, ils ont parlé de tops. Donc tout le monde se pose la question, est-ce que c'était des teraflops ou pas? Donc il y a un peu un flou sur la compréhension, mais si c'est effectivement le chiffre qui était annoncé, c'était de 11, on se compare à une carte graphique qui est capable de faire... On l'a vu sur les tests, on est une carte graphique de milieu de gamme il y a 2 ans. Exactement, des calculs neuronaux de relativement haut de gamme. Donc ça veut dire que effectivement ça avance bien. Alors ça amène 2 questions de nos internautes sur Twitter. La première question, elle est signée Superflow. Regardez, avec l'arrivée de la puce M1, Apple n'est-elle pas en train justement de cannibaliser la gamme Pro? L'écart de performance n'est plus flagrant vraiment comme autrefois. Que reste-t-il vraiment au MacBook Pro, j'imagine 16 pouces? Autre question, peut-être pourrait répondre ensemble Didier et Laurent. Une question de Renaud Joly. Bonjour, quelles sont les applications qui exploitent le plus le machine learning? Tu veux répondre sur la deuxième? Non, je réponds sur les 2 très rapidement et je laisserai Didier compléter. Rebondir. En fait, pour moi, la différence entre le Pro et pas Pro, finalement, ça va être ce qu'il y a autour du
processeur, parce que le processeur aujourd'hui est relativement semblable. Donc il y a deux choses pour moi qui changent. Hein. Le premier, c'est la ventilation, le fait que le processeur, on puisse le ventiler par exemple entre un MacBook Air et un MacBook Pro. Le fait qu'on le ventile, on est capable de pouvoir lui faire plus d'opérations, donc de moins le ralentir pour limiter sa chauffe. Donc il pourra potentiellement tenir plus longtemps les calculs. La deuxième chose, c'est qu'on va doter à l'extérieur, par exemple l'USB 4. Tu vois, c'est peut-être des choses que tu vas pas doter l'entrée de gamme, tout comme tu as des disques durs. Certains auront des disques durs externes en Thunderbolt ou en USB 3. C'est pas la même chose. Peut-être qu'on va doter la gamme Pro de ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Pour répondre sur la deuxième question, moi je fais les deux. Machine learning. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'applications qui l'utilisent, mais par contre, tout le monde est en train de s'y mettre. C'est-à-dire que tout le monde est en train de se mettre à la migration pour être natif. J'ai vu que Microsoft avait annoncé que Excel le serait. J'ai vu que tout le monde débarque en version universelle. Oui. Ça y est. Donc aujourd'hui, il y a Python parce que Python tournait, par exemple, sous ARM. Oui, mais sauf que c'est utilisé. Oui, mais tu parles de machine learning, donc du coup, il y a un intérêt. Donc il y a tout intérêt. Je sais que Scikit-learn, qui est un des ensembles de code, est déjà passé. On parle de TensorFlow dans les semaines à venir. Donc tout va arriver sur la meilleure exploitation. Tout va arriver. J'adore Atari. La fin de l'année. Didier, brièvement, comment tu vois les futures machines pro? Tu les vois avec, en fait, plutôt qu'un gros processeur et puis une grosse carte graphique, plutôt, comme le dessine Jean-Louis, une machine avec plusieurs processeurs qui serait tout faire? Bon, ce qui est sûr, c'est que s'ils te mettent 32 cœurs sur le CPU, 32 sur le GPU, ça va faire une grosse puce. Physiquement, ça va faire un truc. Puis il va falloir refroidir. Tout est au même endroit, même la RAM. Là, tu vois, on a jusqu'à 16 Go, mais si tu veux mettre 64 Go. Alors, en fait, c'est une vraie question que se posent les pros, c'est est-ce qu'ils vont quand même garder ces architectures de machines pro, c'est-à-dire un petit peu plus modulaires? Parce que, par exemple, dans un Mac mini, tu vois, ils auraient pu, vu la place qu'il y a dedans, ils auraient pu te mettre des connecteurs pour le disque, ils l'ont pas fait. Voilà, mais c'est peut-être un positionnement de gamme aussi. Moi, je pense que quand même, on peut pas non plus refuser ça aux pros, c'est-à-dire que par exemple les GPU externes, le fait de pouvoir en mettre 3 ou 4, ça décuple quand même tes performances. Donc même s'ils en font un très performant dans la machine, de pouvoir en mettre 4, ce serait cool, même si c'est des GPU à eux, à la limite on s'en fiche. Faut pas non plus Aujourd'hui c'est pas possible, précisément, voilà, on ne peut pas brancher de carte mémoire, graphique externe sur un Mac M1. Voilà, si un pro il veut mettre 2 Tera de RAM, il doit pouvoir le faire sans tout prendre direct au moment de l'achat, quoi. Oui, Jean-Louis. Juste un mot, puisqu'on parle de mémoire. Il ne faudrait pas oublier ce que Apple appelle la mémoire unifiée, c'est-à-dire que le GPU, le processeur graphique et le processeur dit central partagent la mémoire beaucoup mieux qu'avant. Avant, il fallait faire des transferts de la mémoire du processeur central vers la mémoire du processeur graphique et inversement. Maintenant, tout ça, c'est un pool unifié qui accélère la machine. Tout à fait. En tout cas, vous l'aurez compris que le bilan est vraiment très positif au registre des performances, mais il faut noter que ces tests ont été réalisés avec des applications universelles optimisées pour la puce M1. Quid donc des performances avec des applications non optimisées? On en parle après le prochain chapitre. Mais d'abord, place au busomètre. Le busomètre, c'est avec Didier. Ce sont les rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple du côté de Mac Forever. Et oui, Olivier, alors on commence, parce que tu sais qu'en ce moment, beaucoup râlent contre Apple et contre le pourcentage qui te prélève. Alors, ça a râlé beaucoup au niveau des développeurs, on se souvient de la petite guerre avec Epic. Et là, c'est la presse qui revient à la charge. Et ça, on en a parlé au fur et à mesure des émissions, que la presse, elle devrait plutôt avoir un coup de pouce d'Apple plutôt que de lui sucrer ses 30%. Et là, il y a une petite fronde qui monte au niveau d'Apple News+, tu sais, qui est la version payante d'Apple News, et où tous les médias disent que voilà, 30%, c'est pas possible, voilà, je sais pas comment évolue ce service, mais ça n'a pas l'air d'être un gros carton non plus. Apple aurait vraiment les moyens d'aider la presse, mais ils le font finalement comme un partenaire un petit peu classique, alors que c'est aujourd'hui, on le sait, quand même un métier assez difficile. Ils ont une vision financière, dirons-nous. Ouais, très financière, mais peut-être pas forcément très long terme non plus avec eux. Et pour l'instant, ça a toujours été un échec, les partenariats presse avec Apple, c'est pas la folie, quoi. Allez, avec tous les autres aussi, attention. Oui, mais Jean-Louis, on parlait en préambule de nos difficultés. C'est le cas de Didier, c'est le cas de Mac Génération, c'est le cas de tous les sites où Mike Create. Difficulté à être valorisé par Apple pour ne fût-ce avoir des machines pour les tester. C'est quoi le problème d'Apple avec la presse? Je sais pas, c'était déjà votre cas du temps où vous étiez aux commandes d'Apple dans les années 80? Dans les années 80, en France, les rapports d'Apple avec la presse étaient très bons.
C'est le bon temps, Jean-Louis. Non, mais c'est vrai. Le reproche que je fais à Apple, c'est de temps en temps de s'enfermer, de ne pas vouloir parler, de ne pas vouloir s'exposer à la critique s'ils émettaient une opinion. Et mon plus gros reproche, ça a été sur la façon de gérer l'App Store et de ne pas mieux faire ce que les Américains appellent la curation, c'est-à-dire la documentation, l'exposé, les critiques, d'avoir en quelque sorte un guide Michelin de l'App Store. Maintenant, c'est un peu moins mal fait, mais je pense qu'Apple a des rapports un peu difficiles avec les médias. On pourrait vous en parler pendant des heures, avec Didier notamment. Deuxième info ou rumeur, Didier ? On continue un petit peu dans le même trend. Alors cette fois-ci, c'est une petite guerre ouverte entre Facebook et Apple. Tu sais que les deux ont quand même besoin mutuellement de survivre. Hein, parce que forcément, si tu enlèves Facebook, Instagram, WhatsApp de l'iPhone, l'iPhone ne se vend plus, je pense. Mais Apple est bien embêté parce que Facebook, tous ces systèmes sont gratuits, sont financés par la pub. Et Apple essaye de mettre le plus de restrictions possibles, notamment sur la publicité ciblée. Donc Facebook est absolument pas content. Ils ont même payé des pages de pub dans le New York Times pour dire qu'Apple était contre le web gratuit, le web entre guillemets accessible. Tu vois, il y aurait le web des riches et des pauvres. Donc c'est deux visions qui s'opposent complètement. Et on se demande même jusqu'où ça peut aller. Est-ce que ça pourrait aller effectivement sur la suppression des applis? Je ne pense pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas l'air très copains en ce moment. Il y en a qui pensent que c'est aussi pour détourner le regard un petit peu. Tu sais que les GAFA sont très attaqués en ce moment. Oui. Et que qui sont peut-être un peu entendus sur le sujet pour détourner l'attention. Bon, moi j'y crois pas trop. Attention au procès et de tomber sous le joug de la loi antitrust, notamment avec l'arrivée d'un gouvernement démocrate au sein à la Maison-Blanche notamment. Troisième info, plus qu'une rumeur d'ailleurs. Oui, alors ça c'est Apple qui a publié les chiffres cette semaine. iOS 14 est déjà installé sur 81% des iPhones vendus ces 4 dernières années, ce qui est quand même assez énorme. Hein. Ça ferait envier pas mal de constructeurs sous Android, mais c'est vrai que tout est fait pour te pousser aussi à faire la mise à jour avec les nouvelles fonctions, avec les petits rappels, les alertes et tout. Mais c'est quand même un beau score, donc belle réussite. On enchaîne avec l'Apple TV Plus. Apple TV Plus qui arrive sur le Chromecast. Mais qu'est-ce qui se passe ? Apple et Google ils ouvrent les chakras. D'accord. Oui, ils veulent vraiment ils veulent se transformer en société de service aussi, donc ils étendent un petit peu effectivement la portée d'Apple TV+. Donc ça c'est plutôt cool, ça arrivait sur les télés, donc maintenant on n'a plus besoin d'une Apple TV pour lire ça sur sa télévision. Et tu sais qu'il y a plein de shows maintenant, hein, ça commence à s'étoffer un petit peu. Apple TV, on était critique au début. Forcément, après 8 shows au début ou 16 shows au début, comme ils t'en sortent 3 ou 4 par mois, on est à peu près à une soixantaine de shows disponibles, donc si vous abonnez, vous allez passer de bons moments. Après la télé, les jeux vidéo. Oui, alors tu vois, on n'attendait plus Stadia sur iOS, qui est le service de streaming de jeux vidéo de Google. Et ben finalement, il est arrivé par la petite porte, par Safari. Donc forcément, nous on a testé un peu, ça marche, hein, c'est pas trop mal. Mais quand même, empêcher les applications de faire ça, c'est d'un ridicule. Donc ils sont tous logés à la même enseigne, hein, Microsoft, tout, Nvidia, etc. Et il faudra passer par Safari, donc forcément, ça sera beaucoup moins adopté. Mais nous, je sais pas, on a eu quand même des lecteurs qui se sont dit, moi je me suis abonné, ça marche quand même bien. Mais comme si ces services-là étaient vraiment en concurrence avec Apple Arcade, qui est vraiment du casual gaming à côté, quoi. Allez, un mot à propos de notre sponsor cette semaine, LaCie et son regard SSD. C'est important, surtout si à l'avenir on va être obligé d'acheter des machines. C'est le dernier modèle du célèbre disque tout-terrain équipé du bumper orange. Comme son nom l'indique, il intègre un SSD Seagate FireCuda au format NVMe, un format très compact qui a permis de diminuer la taille du boîtier. Le tout est recouvert d'une épaisse couche de caoutchouc qui protège le disque des chutes de 3 mètres et de l'écrasement jusqu'à 2 tonnes, de la poussière, l'immersion dans l'eau durant 30 minutes à 1 mètre. Bref, certifié IP67. Il est vraiment conçu pour une utilisation tout-terrain. Comptez environ 150 € pour une version 500 Go en ce moment. C'est moins cher que l'option SSD 500 Go d'Apple pour le MacBook Pro M1. La version de base ne propose en effet que 256 Go. Autant dire que le regard SSD est une belle alternative si vous souhaitez acheter ou si vous voulez utiliser un MacBook Pro tant pour archiver que pour stocker vos fichiers de travail, d'autant qu'il est garanti 5 ans et comporte la garantie Rescue. Merci à LaCie de nous soutenir. On enchaîne avec les apps. On en est des apps optimisées et les apps non optimisées.
Alors messieurs, il y a encore relativement peu d'apps optimisées à ce jour. Au départ, c'était essentiellement les applications développées par Apple, notamment Didier, on pense notamment, tu as fait plein de tests sur Final Cut Pro, et là on voit une vraie différence. Oui, alors effectivement, il y a encore très très peu d'applications qui sont optimisées aujourd'hui. Final Cut en fait partie, Logic aussi. Par contre, en fait, tous ces programmes pro sur lesquels tu peux faire des benches, il y a toute la partie plugin. Tu vois, il y a Motion VFX sur Final Cut, Native Instruments sur les applis audio, et souvent, il manque tout ça. Donc on ne peut pas les utiliser, quoi. Bah voilà, donc du coup moi par exemple j'ai du mal à faire par exemple des benches entre deux gros projets Final Cut si j'ai pas tous mes plugins, parce que si tu utilises que ceux d'Apple, ils sont ultra optimisés et tout, c'est un petit peu biaisé quand même. Il faut voir ce que peuvent faire aussi les développeurs derrière. Ça va trop vite. Alors Didier, pour savoir si une application est native, universelle ou émulée, c'est très simple, il suffit de faire commander sur l'icône d'une application et vous verrez dans les descriptions des logiciels si oui ou non elle est native ou pas, donc il n'y aura pas de surprise. Donc pour le reste, il faut utiliser Rosetta qu'on a vu à l'instant, c'est l'émulateur Rosetta 2 de macOS 10 Big Sur. Est-ce que vous avez, les amis, perçu des différences, des ralentissements sensibles par rapport à un Mac Intel sous Rosetta? Précisons que Rosetta n'est pas préinstallé, il s'installe automatiquement dès le premier lancement d'une application non optimisée. Peut-être un petit mot avec Jean-Louis, est-ce que vous avez été agréablement surpris des performances des applications en émulation? C'est une traduction plutôt qu'une émulation. Il faudrait, je ne veux pas me lancer dans à couper les cheveux en quatre, mais c'est une traduction, c'est-à-dire qu'une fois l'application ancienne, il s'agissait de One Password, est traduite une fois pour toutes et reste dans ma machine, traduite en code pour le MA, et ça marche très bien. Ouais, en clair, la traduction se fait une fois alors que l'émulation se fait en permanence. Donc, ça a un coût sur les performances. Au-delà, est-ce que vous avez senti des problèmes de stabilité, peut-être avec Didier, des soucis particuliers avec des applications, ou ça marche plutôt bien? On sait que c'est la marque de fabrique d'Apple. C'est déjà la 3e migration chez Apple. Ouais, non, mais globalement, c'est vrai, comme disait Jean-Louis, ça marche super bien. C'est-à-dire que même sur des calculs purs, des fois, tu arrives à avoir des performances assez incroyables. Ce qu'on n'avait pas vraiment avec sous Windows, sur les machines ARM quand ils exécutaient du code Intel. Par contre, c'est pas toujours du 100%. C'est-à-dire que tu as des applications, par exemple, sous Illustrator, le soft, il plante complètement. En fait, tu as des instabilités qui sont liés, je pense, à certains transcodages qui ne doivent pas bien se faire et des fois qui ne fonctionnent pas. Donc, mais le problème, c'est que pour voir ça, il faut utiliser les applications assez longtemps. Et quand tu viens d'acheter ton Mac et que tu t'aperçois que Illustrator ne marche pas, alors qu'on t'avait promis que ça marchait à peu près. Donc pour moi, c'est vraiment une étape de transition. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps et ça reste cantonné, je dirais, à un usage un peu basique. Mais si tu commences à avoir un usage pro et que tu te fies à Rosetta, je ne sais pas, imagine, tu es dans Photoshop, puis tu as 2-3 filtres qui ne fonctionnent pas, que tu utilises tout le temps, tu es foutu, alors qu'ils sont certifiés sous Intel. Et d'ailleurs, les éditeurs le disent bien, des fois, ils te certifient qu'à peu près tout marche sous Rosetta, mais c'est jamais du 100%. Et il y en a, ils te disent, oulala, ça peut marcher, mais nous, on garantit surtout pas ça derrière, parce que effectivement, c'est du temporaire en attendant une version optimisée, quoi. Je ne suis pas très inquiet, je pense que je pense que ça va le faire. Par contre, quid des performances avec des tests vraiment en production sur Rosetta 2, Didier? Tu as réalisé des exports notamment avec Premiere en H264 vers du 4K. Et quel est ton verdict, tout simplement? Alors là, sur le test, effectivement, sur ce test-là, on a des performances qui sont vraiment très très proches de ce qu'on a sous Intel. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est bluffant. C'est impressionnant. C'est assez bluffant. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. C'est-à-dire à quel moment Rosetta est appelé. Est-ce qu'il utilise aussi des API, tu vois, qui, elles, sont optimisées? Parce que par exemple, tu prends les jeux. On le voit bien, les jeux, on n'a quand même pas les performances qu'on a sous Intel, mais ça dépend. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de demandes CPU, par exemple, donc il y a beaucoup d'appels à Rosetta, là, c'est quand même un petit peu plus lent dans les jeux. Si tu n'as que des appels graphiques, je pense que ces appels-là sont natifs, et du coup, effectivement, dans un jeu comme Tomb Raider, par exemple, on est quasiment aussi rapide, voire plus rapide qu'avec une machine Intel. Donc voilà, ça dépend un petit peu de ce qu'on fait, ça dépend des traitements, et puis évidemment, tous les calculs sont pas exécutés de la même façon. Mais disons que dans l'ensemble, c'est très transparent pour l'utilisateur. Je pense que c'est ce qu'attendent les gens, en tout cas. Ouais, c'est quand même une bonne surprise. Monsieur X, vous avez vécu presque 2 migrations. Vous êtes arrivé juste après
à l'arrivée de la puce PowerPC, ça n'originait pas au sein de la puce Intel. Il faut se souvenir quand on lançait une application optimisée pour le 68000 pour une puce RISC, déjà à l'époque, qui était la puce PowerPC, il y avait un vrai ralentissement. Il a fallu presque attendre 1 an et demi, 2 ans pour vraiment tirer à profit le gain de la puce RISC. Et puis lorsqu'on est arrivé avec la puce Intel aussi, on sentait vraiment des ralentissements. Là, c'est assez étonnant, hein, Monsieur X. Tu sais qu'à l'époque, Olivier, notamment avec la transition vers Intel, mais la transition précédente aussi, il y avait des gens chez Apple France dont le job, c'était de maintenir des listes sous Excel, sous tableur, et pour lister les applications qui étaient compatibles, les modules supplémentaires, communiquer ça aux clients, faire des tests pour voir si ces applications étaient optimisées ou pas. Et ça avait été un cauchemar, et ça avait été un cauchemar notamment au lancement, parce que bien qu'Apple a priori s'y était pris un peu en avance avec certains éditeurs, soit ça marchait pas, soit ce qu'on appelait l'optimisation pour Intel ne livrait pas sa promesse. On avait même des logiciels qui étaient supposés être compatibles, optimisés et qui tournaient moins vite que la version précédente. À l'heure des réseaux sociaux, s'il y avait des gros problèmes, on aurait du bruit partout. Vu le niveau de bruit qu'il y a sur Rosetta et les potentiels problèmes de compatibilité qui est très très faible, je ne peux pas le faire, mais je tire mon chapeau. Et je pense qu'Apple a bien appris de la galère qu'on a vécue précédente. Et là, une fois de plus, c'est peut-être pas optimum, mais c'est mûr pour la plupart des gens. Laurent, on avait le sentiment on avait deux perceptions de cette migration à Intel. On se disait, tiens, ils sont obligés de le faire un peu contraint et forcé parce qu'Intel n'assure plus. Donc, ils ont pris les choses en main. Et d'après ce qu'on voit, cette migration, en fait, elle semble avoir été réfléchie, préparée très en amont. Et on voit vraiment le résultat, le fruit du travail des ingénieurs d'Apple. Ouais, je pense qu'il y a un double effet positif qui a facilité la migration. La première, c'est que quand ils sont passés de PowerPC à Intel, finalement, ils connaissaient PowerPC, ils avaient un peu mais ils découvraient Intel. Alors attention, quand on dit on découvre Intel, Intel existait, mais c'est pas comme s'ils avaient déjà beaucoup travaillé avec des processeurs Intel. Là, ils ont déjà beaucoup travaillé avec leurs puces, puisqu'elles existaient dans les iPads, dans les iPhones. Donc il y avait une énorme partie de l'entreprise qui était acclimatée, je dirais, à ces puces. La deuxième chose, c'est que il dispose aujourd'hui d'un outil surpuissant qui est Xcode et donc toute la suite qui va avec pour pouvoir faire les nouvelles applications. Donc en fait, tu as à la fois la connaissance du hardware de la puce et puis de comment faire changer le software d'une puce à une autre parce qu'ils ont toute la suite derrière. Donc entre guillemets, je ne suis pas totalement étonné du fait que ça se passe bien. Je rajouterai la petite cerise sur le gâteau, ils ont déjà vécu des migrations. Il y a des boîtes qui n'ont pas vécu ces migrations. Alors, tu parlais de développeurs à l'instant. 2 questions sur Twitter. La première de M. Radnou. Regardez, la quantité de RAM installée est-elle suffisante pour des tâches de programmation web mobile? La faible quantité de RAM, en effet, embarquée, inquiète beaucoup nos personnes, nos followers en général. Elle est en effet limitée à 8 Go en entrée de gamme et à 16 Go pour le haut de gamme du MacBook Pro M1, lorsque la version Intel monte jusqu'à 32 Go pour un 13 pouces et même 64 Go sur un 16 pouces. Alors, d'abord, est-ce que c'est une machine taillée pour le développement, oui ou non? Et est-ce que c'est un vrai problème, le fait qu'il y ait peu de mémoire comparé à des machines professionnelles? Est-ce qu'encore une fois, c'est une manière de marquer une différence? Attendez les machines pro, c'est vraiment besoin de mémoire, ou au contraire, c'est un nouveau paradigme, une nouvelle philosophie de machine qui a besoin par définition de moins de mémoire, comme l'iPhone a moins besoin de mémoire qu'Android. Laurent et peut-être Jean-Louis. Ouais, je laisserai répondre Jean-Louis en précision. Il a déjà commencé à le dire tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, en faisant des processeurs qui étaient un peu hybrides, qui faisaient un petit peu tout, on rapprochait. Jean-Louis a commencé tout à l'heure à dire que finalement, la mémoire, on avait besoin de faire moins d'appels à la mémoire. Le fait que tu aies besoin de faire moins d'appels, c'est-à-dire que tu as besoin de moins la stocker dans le temps. Le fait que tu aies besoin de moins la stocker dans le temps, il faut raisonner en volume et pas en distance, fait que tu en as potentiellement besoin de moins. Et c'est démontré au jour le jour avec les iPhones. Quand on compare le moindre iPhone avec le moindre Android, je dirais à peu près équivalent, il y a un très très gros écart. Sachant que la mémoire est coûteuse en énergie, coûteuse en temps, le fait que tu la réduises... Coûteuse tout court. Le fait que tu la réduises, c'est un gain et on le ressent aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'en fait, c'est un nouveau paradigme. Jean-Louis, vous êtes d'accord avec Laurent sur cette histoire de mémoire? Non, mais complètement. Je suis sûr que
des modèles plus coûteux, plus puissants apparaîtront dans l'avenir, c'est évident. Il y aura probablement plus de mémoire, mais aujourd'hui, Apple s'est limité à deux modèles qui sont des modèles d'entrée de gamme qui selon moi, sont très réussis. Mon utilisation est modeste par rapport aux participants de cette émission. Je suis frappé par l'absence de problème. Ça ne chauffe plus. Mon MacBook Pro chauffait énormément. Ça ne chauffe plus, ça ne fait plus de bruit, ça ne ventile ça ne ventile plus, ça marche bien. Je trouve que des limitations comme la mémoire ne se manifestent pas dans un nombre élevé d'utilisations. Et puis l'année prochaine, il y aura des modèles pro plus haut de gamme, plus cher, plus puissant, et donc davantage de clients satisfaits. Ouais, moi, c'est vraiment moi ce qui m'a frappé, je le disais en préambule, on va parler d'autonomie dans un instant, mais moi, ce qui m'énerve, dès que je branche un écran externe sur mon Mac, en USB-C, il se met à ventiler. Juste un écran, juste pour avoir le signal vidéo. Et toute la journée, l'ordinateur qui ventile, c'est où je lance une vidéo en AirPlay. Enfin, c'est pas digne d'un ordinateur de milieu de gamme, comme peut-être un 13 pouces Core i7 comme j'ai là, quoi. Donc c'est assez surprenant. Et depuis que j'utilise le M1, c'est vrai que c'est assez incroyable. D'abord, c'est vrai, il chauffe moins. Et on l'a dit, il sort de veille de manière très rapide. Et surtout, c'est un silence, c'est un plaisir, même s'il est ventilé, ce n'est pas le cas du MacBook Air. Moi, je n'ai jamais entendu tourner le ventilateur, c'est un vrai bonheur. On a parlé donc des applications optimisées, on a parlé des applications Node optimisées qui fonctionnaient en émulation, ou plutôt en traduction, si on en croit Jean-Louis. Il y a aussi la possibilité d'installer des applications pour iOS et iPadOS. C'est la question de Jean-Philippe Guérin sur Twitter. Regardez, bonjour, comment fait-on pour mettre des applications iPhone sur ce Mac 13 pouces? On ne trouve aucune vidéo explicative en français et c'est bien dommage, Didier. Alors, en fait, c'est tout simple. Tu vas sur l'App Store, voilà, et puis tu fais une recherche et tu arrives dans la recherche faite à un petit onglet iOS. Alors, en fait, c'est pas mis en avant. Tu peux pas vraiment aller sur l'App Store iOS. Par défaut, il te met le Mac App Store. Mais si tu veux, par exemple, j'en sais rien, l'appli ORLM ou l'appli Mac Forever, tu peux la taper et la rechercher. Après, elle arrive dans une espèce de fenêtre un peu bizarre. En fait, tu vois, c'est là où on est un peu à la limite de ce qu'on voulait chez Apple. On voulait un truc un peu bien intégré, une espèce d'ordinateur hybride, tactile, avec des applis transparentes. Et là, en fait, des fois, tu as une fenêtre que tu peux même pas redimensionner. Des fois, que tu peux même pas mettre en plein écran. Tu peux pas choisir si c'est une fenêtre d'iPad Pro ou d'iPad Air, tu vois. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu pas fini, quoi, ce truc. Et d'autant plus qu'il y a plein d'applis, tu vois, par exemple, les jeux où il faut bouger le téléphone. Alors là, il y a des trucs qui marchent pas. Il y a certaines applis qu'Apple refuse, par exemple, tout ce qui est HomeKit, tu peux pas ajouter des accessoires à la main. Apple refuse qu'on puisse le faire depuis un ordinateur, alors qu'il l'autorise depuis l'iPhone. Donc c'est, ouais, moi je trouve, on s'amuse 5 minutes avec, mais moi j'ai pas trouvé d'appli iOS qui me disent, waouh, il faut vraiment que je l'installe, et c'est trop cool de l'avoir. Je pense que c'est plus un truc un peu pratique. Par exemple, t'as j'en sais rien, un WhatsApp ou un Viber, mais mettons qu'il soit pas disponible sur le Mac, tu dis tiens, je peux avoir la version iOS. Tu vois, il y a par exemple Tous Anti-Covid, tu peux l'installer sur ton Mac, c'est rigolo. Voilà, alors qu'elle n'existe pas. Soit sur un ordinateur de bureau, tu bouges beaucoup avec ton iMac. Mais c'est plus dépannage, quoi. Ouais. Jean-Louis, est-ce que vous pensez que finalement, même si on voit bien que ça ne sert pas à grand-chose si ce n'est faire une démo, est-ce que vous pensez que le fait qu'on puisse installer une application iOS et iPadOS, ça va considérablement enrichir le Mac App Store qui est plutôt pas très bien garni comparé à l'App Store de l'iPhone et de l'iPad? Oui, je crois qu'on a affaire à la version 0.8 des applications iOS sur macOS. Je pense qu'il faut attendre un peu. Pour l'instant, c'est pas mûr. C'est pas mûr. Il y a rien qui vous fasse dire. Enfin, je vais répéter ce que j'ai entendu. Il n'y a rien qui fasse dire il faut absolument que j'ai cette application-là sur mon Mac. Donc c'est une démo, quoi. Oui, c'est pas une très bonne démo. Ouais. Alors, toujours... Microsoft avait terriblement échoué sur le même domaine. Hein. Ouais. Sur les surfaces, tu pouvais choisir de lancer l'application et ça avait été un fiasco.
alors qu'elle était tactile, il y avait tout ce qu'il fallait, et malgré tout, ça ne fonctionnait pas. On va y arriver au tactile. Toujours autour de l'écosystème et d'iOS et de l'App Store, une question sur Twitter d'Orcide. Regardez, bonjour, pensez-vous qu'à terme, l'écosystème Mac va se refermer comme sur iOS avec un App Store unique, sans possibilité de passer outre pour l'installation des logiciels? Jean-Louis, c'est un risque. C'est un risque. C'est un risque et je pense que Apple pourrait être tenté de faire la même chose que sur iOS. Je pense que c'est pas une très bonne idée, mais quand on voit justement la tentative, pour l'instant pas mûre, d'avoir les applications iOS pour enrichir la bibliothèque de macOS, on voit bien dans quelle direction ça va. Oui, on verra s'il n'y a pas peut-être une contrainte un peu plus, je dirais, politique qui avec les ennuis qu'a Apple avec l'App Store en Europe notamment, qui le pousseront peut-être à changer leur fusil d'épaule. Enfin, dernier point à propos des applications, l'environnement de Windows. Regardez cette question de Matt Maternveltz sur Twitter. Qu'en sera-t-il de l'installation et l'usage de Windows à l'avenir, natif ou par VM? Ce sera possible ou à oublier? Je demande parce qu'il me faut Windows pour le côté pro. C'était le principal argument de vente des Mac Intel lorsqu'ils sont arrivés. Vous pouvez switcher, rappelez-vous, Monsieur X, plus facilement. Peut-être un petit mot avec Jean-Louis. On enchaîne avec Monsieur X. Jean-Louis, Windows ou pas? Je pense qu'on verra Windows sur ARM. Et plutôt que Windows x86. Je pense que Microsoft aura du mal à résister à l'influence du processeur M1 qui est embarrassant pour les fabricants de portables Dell, HP et autres. Et que, de même qu'on voit bien tout de suite, sans rien changer à un MacBook Air, on voit bien qu'un MacBook Air avec un processeur M1 surclasse le modèle précédent, mais aussi surclasse les concurrents dans le monde x86. Donc ça va probablement amener Microsoft à accélérer la transition Windows sur ARM. On va en parler, est-ce qu'on va consacrer 5 minutes ce soir? Un petit mot avec Monsieur X et ensuite Laurent. C'était un argument de vente quand tu vendais les premiers Mac Intel en disant mais vous pouvez installer Windows, voilà, vous avez le meilleur des deux mondes. Là, c'est fini a priori. C'était un bon argument qui a pas mal servi, mais ça masquait un petit peu, si tu veux, la réalité de ce choix qui était une contrainte et qui était d'avoir de nouveau une plateforme processeur qui soit compétitive. Merci Intel à l'époque. On voit que Apple n'en a pas tenu rancœur à Intel, mais que c'était un plan intermédiaire et que dès qu'ils ont pu, ça dans quelques années, ils repassent à autre chose parce qu'on est dans la même problématique. Intel ne travaille pas que pour Apple et Apple ne peut pas faire la différence avec des processeurs Intel. Donc oui, c'était un argument, mais un peu spécieux, comme on dit. Merci Monsieur X. Le mot de conclusion avec Laurent. Alors moi j'ai un avis et Jean-Louis a commencé à le dire. Moi je pense que très vite, Microsoft a dit non, on ne fera pas de Microsoft sur ARM, ce qui est faux, parce que Microsoft sur ARM a existé puisqu'ils ont eu, par exemple, certaines surfaces qui étaient sur ARM. Moi, ce que je pense, c'est que le téléphone de Satya Nadella et de plein de monde chez Microsoft n'arrête pas de sonner depuis la sortie des M1. Je pense que le téléphone sonne non-stop. Les patrons de Lenovo, les patrons de Dell, les patrons de Acer, les patrons de Asus, les patrons de tous les fabricants de PC sont comme des malades en train de dire on a besoin d'un Windows performant sur ARM vite. Sortez-nous un Windows sur ARM vite, parce que sinon on va avoir de gros problèmes. Et le gros problème, on l'a vu, c'est l'écart de performance. Donc on a parlé de tous les gros avantages. Le ventilateur, le moins de RAM, la performance, la puissance. Et donc je pense qu'aujourd'hui c'est panique à bord et que les gars sont en train de coder comme des fous pour le sortir. Ouais. Vous pensez vraiment
Oui, Didier, pardon, vas-y. Excuse-moi, j'étais un peu oublié, pardon. Non, mais je pense qu'il faut quand même pas oublier la partie software, parce que ce qui fait qu'un environnement fonctionne, c'est quand même les développeurs. Et je vois par exemple dans un autre monde, qui est le monde des serveurs ou ARM, on se dit quand même de consommer moins d'énergie dans un data center. C'est quand même utile. Donc, on nous avait prédit vraiment la grosse bascule vers ARM très rapide. Ça s'est pas fait parce qu'il manque tous ces développeurs. On est dans un monde Intel à 99% quasiment aujourd'hui. Et sur PC, c'est pareil. Le temps de migrer toutes les librairies, tout ce qu'utilisent les développeurs, les logiciels, des fois, tu as des années de code optimisés pour Intel. Ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas parce que tu auras un Windows ARM que tous les softs vont arriver du jour au lendemain. Chez Apple, c'est plus facile parce qu'ils ont préparé le terrain. Il y a des trucs que tu as juste à recompiler, quoi. C'est assez transparent. Sur PC, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Et d'ailleurs, la bascule, elle se serait fait peut-être avant si c'était aussi simple, quoi. Et c'est un petit peu, on a le même problème sur Android, hein, où effectivement, tout est beaucoup plus compliqué, tout est plus dispersé. Il faut te mettre tout le monde d'accord. Temps avant d'arriver à homogénéiser tout ça, quoi. Jean-Louis, pour conclure sur ce sujet, vous êtes d'accord que Apple a vraiment une carte à jouer pour disrupter le marché du PC avec la puce M1, bien qu'il n'y ait plus cette compatibilité par rapport à Windows, le fait qu'elle soit beaucoup plus puissante pour un espace plus réduit, qu'elle consomme moins d'énergie, on va en parler dans un instant avec l'autonomie, Apple prend de l'avance et ça va être très difficile pour le monde PC de rattraper ce retard, vous pensez? Je pense que ça va prendre du temps parce que Microsoft a misé sur ARM depuis pas mal d'années. Il y a eu un premier Windows sur ARM à l'époque de Windows 8. Ça a été mis sous le tapis. Là, l'année dernière, en 2018, il y a eu un premier Surface Pro avec une puce ARM de chez SoC de Qualcomm. Là, il y a un nouveau processeur, il y a le Surface Pro X qui est sorti, qui se vend assez peu, avec des problèmes de compatibilité. Mais en tout cas, Microsoft a fait l'effort de créer une version de Windows sur ARM, parce qu'ils savent très bien que sur Intel, il y a un désavantage qu'on voit bien maintenant quand on compare, on l'a dit, un MacBook Air avec un laptop de chez Dell, Lenovo ou HP. La différence est quand même remarquable. Et il ne faut pas oublier que l'arme de marketing la plus puissante jamais inventée, c'est le bouche à oreille. Sans jeu de mots, Jean-Louis. L'arme. Bon. C'est le bouche à oreille. Oui. Allez, pardon. Sérieusement, ouais. le bouche à oreille, c'est très fort. Et les gens vont se dire, écoutez, quand même, le MacBook Air, c'est mieux. Et si ce bouche à oreille se propage, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais les affaires d'Apple, Tim Cook le rappelle, les affaires d'Apple ne se jugent pas sur un trimestre ou même, dans certains cas, sur une année. Allez, le meilleur pour la fin, au registre de cet ordinateur portable, son autonomie. On va voir là aussi si Apple peut renverser la table du marché du PC. Autonomie record pour ce MacBook Pro. Apple annonce entre 18 et 20 heures pour le MacBook Air et le MacBook Pro, et même avec une luminosité à 50%. Tu as fait des tests également, Didier. Tu n'étais pas à 50%, mais c'est assez prometteur aussi. Mais ça, de mettre la luminosité à 50%, mais tu peux pas travailler. Je suis d'accord, moi je suis à 90%. C'est un scandale, quoi. Ouais. C'est comme si on disait oui, tu as tout à 50%. Quoi. Non, tu veux du 100%. Mais à 100%, maintenant, tu peux tenir une journée. C'est-à-dire que si tu fais pas trop de trucs, tu fais pas du montage vidéo toute la journée, effectivement, tu tiens la journée avec ton MacBook Pro 13 pouces. Le Air, il est un petit peu en dessous quand même, il a une plus petite batterie, mais le MacBook Pro 13 pouces, tu arrives vraiment à le tenir toute la journée. Et si tu fais pas, je dirais que si tu l'utilises pas vraiment pendant les 10 heures de la journée, tu peux même le charger une fois tous les 2 jours. Moi, j'ai des employés, tu vois, ils arrivent à charger leur MacBook Air une fois tous les 2 jours à peu près, ou une fois tous les jours et demi, ce qui était quasiment impossible avant. Avant, tu finissais pas la journée vraiment. Hein. Même si Apple te mettait 12 heures, tu faisais jamais 12 heures. Non, surtout avec les versions Intel que j'ai là, qui n'étaient pas forcément bien optimisées parce que j'installe tout le temps des choses. Donc, c'est sûr qu'en matière d'économie d'énergie, c'est pas forcément l'idéal. Mais je tenais 4-5 heures grand maximum. Là, j'étais vraiment très agréablement surpris. En gros, on tient une heure d'usage, c'est 10% de batterie, c'est ça
un peu intensif quand même. On peut y aller franchement. Donc c'est assez surprenant. Et en plus, la recharge est assez rapide. J'ai noté entre 30 et 40 minutes pour récupérer la moitié de la charge du MacBook, ce qui est quand même assez agréable. Encore une fois, ça montre qu'Apple a eu raison d'investir dans l'architecture ARM qui offre un bien meilleur rapport performance-watt que la puce x86. Est-ce qu'encore une fois, Jean-Louis, avec vous, est-ce que là encore, Apple, là, véritablement, a un argument massue? On oublie les performances, on a vu qu'ils ont enlevé ça dans leur spec, il n'y a plus de giga, etc. Est-ce que c'est pas ça, finalement, l'argument massue? On recharge plus en ordi. Il a dit, Didier, on le recharge presque tous les 2-3 jours si on a une utilisation bureautique. Et là, par le bouche à l'oreille, comme vous l'avez illustré, Jean-Louis, c'est vraiment un argument de vente formidable. Oui, je pense que je vois, alors j'habite Palo Alto, comme vous le savez, donc il y a une population de gens qui sont assez intéressés par l'informatique, et le bouche à oreille, y compris d'un ancien, j'ai un ami qui est un ancien dirigeant de Microsoft, qui est très, 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 très positif sur les chances du MacBook Air et du MacBook Pro et des produits qui viendront après. Mais déjà, les 2 premiers produits qui sortent sont le buzz, comme on dit en français. Le buzz est très positif sur l'ensemble des performances. Moi, ce qui me frappe, c'est une machine qui est plus rapide, c'est une machine qui fait moins de bruit, qui chauffe moins, et c'est une machine qui dans la batterie, dure plus longtemps. Donc c'est un produit vraiment très, très complet. Alors, elle a toutes les qualités, toutes non, car Didier Pouclicani résiste encore à l'envahisseur. Non, c'est une rubrique rien que pour Didier, on va essayer de lister ensemble. Il y en a des manques de ce MacBook Pro M1. On l'a dit, le bilan est très positif, mais faut-il oui ou non acheter un Mac M1 ou investir dans un Mac Intel? C'est en tout cas l'objet de notre second sondage cette semaine sur Twitter. Avec l'arrivée des Macs équipés de puces M1, envisagez-vous d'investir dans un Mac équipé d'une puce Intel France, une puce Intel? Seulement 9,3% à répondre oui, et contre 90,7% qui sont prêts à investir dans une puce M1. Il faut noter qu'à cette même question, en septembre dernier, vous étiez seulement 77,9%. C'est quand même beaucoup de monde à répondre non, mais ça a encore monté. Donc le bouche à oreille, vous avez raison Jean-Louis, évolue quand même favorablement pour Apple. Alors est-ce qu'il existe des manques, Jean-Louis? Jean-Louis, plutôt Didier, fais-toi plaisir, fais-nous le Jean-Pierre Coff de la tech, c'est ton fonds de commerce. Qu'est-ce qui ne va pas? On a dit le design, bien sûr. On aimerait bien tous avoir un écran 14 pouces. Et puis, je vais te faciliter la tâche. Tu as vu la caméra, ce soir, on utilise tous des iPhones, parce que la caméra du MacBook M1, c'est juste n'importe quoi. Oui, je dirais que la puce M1, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais comme l'arbre est très grand, ça va, on se plaint pas trop quand même cette année. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre une caméra un petit peu plus grosse, ils auraient pu changer le design. Merde, Didier. Ils auraient pu te mettre un écran tactile juste pour te faire plaisir, tu vois, Olivier. Ouais, un petit copyright. Ouais. Et puis, on l'a dit, 2 connecteurs Thunderbolt 3. Alors, on a une question, regarde, pour toi, Didier, à propos de la connectique et des débits offerts par les disques externes. macOS X, jeu de mots, te pose 2 questions, Didier. Comment expliquer que les débits des disques externes SSD ont chuté? Il semblerait effectivement lors des tests que quand on copie les fichiers avec un disque externe, ça aille moins vite. Est-ce que c'est la faute de l'USB 4 ou la faute d'Apple? Et pourquoi est-ce seulement maintenant qu'on voit les hubs et pas des docks Thunderbolt apparaître, notamment chez OWC, alors qu'on attend cela depuis des années? Didier. Alors la première question, donc effectivement, alors Apple utilise encore des contrôleurs pour le Thunderbolt et pour l'USB. Alors pour le Thunderbolt, ils n'ont pas le choix, c'est toujours celui d'Intel. Et pour l'USB, en fait, moi j'ai fait des tests. Effectivement, tu vois, par exemple, j'ai des disques là, l'A6, celui de notre sponsor de cette semaine, qui sont super avec les MacBook Intel. Tu as 1 gigaoctet seconde, puis tu les branches sur ton Mac M1, tu n'as plus 1 giga, tu as 500, 600 mégaoctets seconde, quasiment divisé par 2 les débits. Alors ça dépend un peu des disques, mais globalement, le contrôleur USB est mauvais, disons-le clairement. Et surtout, c'est embêtant parce que si tu prends pas le stockage interne, donc que tu as besoin, par exemple, de travailler, tu fais de la vidéo, tu travailles avec des supports externes, et tu as quand même des mauvaises performances. Donc voilà.
Après, vu l'usage et vu le public, si tu veux, c'est pas si gênant. Ah, bien C'est grave. toujours pareil. Mais il faudrait que sur les versions pro qu'on va avoir, il y a un meilleur contrôleur USB, effectivement. Mais tout ça est pour dire aussi que, effectivement, voilà, on est encore dans les prémices de ces machines et que Apple peut pas être bon sur tous les tableaux non plus, quoi. Ouais, c'est encore une machine de transition. On peut penser que les prochaines versions seront mieux optimisées. À propos des hubs et non pas des docks Thunderbolt, peut-être une réponse à donner également. Je sais pas trop. Je sais que ça a toujours un petit peu existé, mais ça coûtait très cher et c'était extrêmement rare. Je crois que c'est lié aussi un peu au protocole, mais je voudrais pas dire de bêtises là-dessus. Effectivement, l'USB-C, c'est casse-pied, quoi, qu'on puisse pas multiplier l'USB-C. Mais il y en a un petit peu, mais ils sont extrêmement rares. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a des problèmes de performance, de rétrocompatibilité? Est-ce qu'il faut que ce soit accepté par le système, tu sais? Il y a vraiment plein de questions. Il faudrait vraiment demander à un expert, là, un électronicien expert de l'USB. Voilà. Et pour finir ton inventaire à l'après-vert concernant les limitations, les manques de ce MacBook Pro M1, pas de possibilité de brancher d'écran externe aussi facilement qu'auparavant. On en met moins désormais. En fait, ouais, t'en mets 2 au lieu de 3 avant, en gros. Donc ça fait un de moins. Bon, voilà, à moins d'être trader, c'est vrai que c'est pas forcément grave. Tu peux quand même utiliser, tu sais, le petit protocole qui s'appelle DisplayLink, qui permet de mettre des écrans sur l'USB. Mais alors là, tu peux mettre. Il y a un mec, il a mis, je crois, 14 écrans sur son Mac Mini. Oui, le seul truc, c'est que ça demande du hardware un peu spécifique, des pilotes aussi. Ça prend un peu de CPU. Enfin, c'est pas aussi transparent que juste de brancher effectivement des écrans. Moi, je pense que ça vient aussi peut-être des limitations de la puce. On disait tout à l'heure des lignes de PCI Express et tout. Par exemple, sur le Mac Mini, on n'a pas d'Ethernet gigabit. Donc, tu vois, il y a encore. C'est vraiment des machines qui sont orientées grand public, des gens qui se posent pas en fait ces questions-là. Mais par contre, si tu veux un iGPU aujourd'hui. Tu vois, t'aimerais bien quand même que ce soit géré sur des machines professionnelles. Donc là, c'est des choses qui sont pas prises en charge aujourd'hui. Tu peux quand même te poser la question de savoir si on les aura sur les machines pro. Dernière question sur Twitter de la part de Seb Pia78, une question bien précise et bien pratique par rapport au thème principal de cette émission, à savoir plus que le M1, le MacBook Pro M1. Quelle est la vraie différence au quotidien entre un MacBook Air et un Pro doté de la même puce? Didier, Jean-Louis, tu as testé les deux, Jean-Louis et votre épouse utilisent un MacBook Air. C'est vrai qu'il y a un écart de prix non négligeable. Il n'y a pas la touch bar sur le M1, mais sur le MacBook Air, mais il est quand même plus léger. Est-ce que finalement le MacBook Air ne serait pas une meilleure affaire? Votre avis? Je pense à l'usage que le MacBook Air est une meilleure affaire. En tout cas, une meilleure affaire pour ce que vous appelez des applications bureautique, faire du FaceTime. Mon épouse conçoit et construit des maisons, donc elle a des applications un petit peu plus exigeantes mais que de la simple bureautique. Mais le MacBook Air, elle en est très contente. Je lui ai acheté un grand écran 27 pouces qu'elle peut brancher sur son MacBook Air et le câble de l'écran charge le MacBook Air, donc il y a juste un câble à brancher, ça marche très bien. Donc je pense que pour beaucoup, le MacBook Air est une meilleure affaire que le MacBook Pro. Didier, tu es d'accord? On perd un peu en autonomie quand même avec le MacBook Air. Il y a 3 grosses différences. La première, c'est qu'il n'y a pas de ventilateur dans le MacBook Air. Du coup, si tu fais des trucs, par exemple du jeu, tu fais un peu de World of Warcraft, tu vois, t'es étudiant et tout, ton MacBook Air, il va vachement plus chauffer. C'est-à-dire que les perfs vont pas forcément être beaucoup plus dégradés, un petit peu quand même, mais surtout, il va beaucoup chauffer. Et tu arrives vraiment à le faire chauffer beaucoup si tu as un usage comme ça, où tu fais un petit peu de montage de ta GoPro et tu vois, t'es parti en week-end, etc. Donc ça, c'est quand même une première chose. La deuxième chose, par exemple. Non, je rigole. Après, il y a tout ce qui est alimentation. C'est-à-dire que, par exemple, le chargeur qui est donné avec le MacBook Air, c'est du 30 watts, donc tu mets vachement plus de temps à le recharger, donc il faut racheter un nouveau chargeur. Tu as la batterie aussi qui est quand même beaucoup plus grosse dans le 13 pouces. L'autonomie est quand même bien meilleure. Donc ça peut être un argument aussi. Et puis après, il y a tout ce qui est touch bar. Effectivement, est-ce que tu veux la touch bar ou pas? Pour le public cible, je dirais que la touch bar peut être intéressante. J'ai des gens qui adorent voir les smileys défiler, de pouvoir se balader dans les vidéos comme ça. Ça fait rire Jean-Louis. Non mais en fait, nous on est des geeks de l'informatique, on a tu vois, on connaît nos raccourcis clavier, etc. Mais pour le débutant, même la suggestion de mots, j'ai vu des gens utiliser ce truc. Moi, il met plus de temps à s'afficher que moi de le taper au clavier. Mais pour autant, il y a des gens qui aiment bien. Et je trouve que c'est une bonne arme de débutant quand même aussi. En fait, est-ce que tout ça vaut les 300 balles à peu près de différence? Plus, oui.
Moi, je trouve que oui, mais comme le MacBook Air est quand même assez cher par rapport aux les gens qui achètent des PC portables aujourd'hui, ils mettent 500 ou 600 balles. Faut moins de 500 € souvent. Ouais. Exactement. Donc, il faut voir d'où on part. Effectivement, le MacBook Pro paraît un petit peu cher par rapport à ce qu'il offre en plus, alors que le MacBook Air, c'est vrai que ça devient une vraie affaire si tu as un budget comme ça autour de 1000 balles. Est-ce que tu as toujours la différence au niveau de l'écran? Tu sais, la dernière version de MacBook Air Intel avait vraiment une différence de luminosité importante entre le MacBook Air et le MacBook Pro. C'était criant, tu les mettais à côté. Il fallait pousser la luminosité à fond pour avoir même pas 60-70% du MacBook Pro. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors déjà, tu as le même écran. Avant, il n'était pas P3, tu sais, sur les deux. Donc ça, c'est quand même cool. Et là, il y a une différence de 100 nits. Alors 100 nits, moi, je la vois pas au bureau. Par contre, quand tu vas dans le train ou dehors, là, tu la vois. C'est-à-dire que quand tu travailles beaucoup près d'une fenêtre, ouais, ça peut jouer aussi. Donc tu vois, mis bout à bout, quand même, tous ces trucs pour 300 balles. L'autonomie, l'écran, le chargeur, la touch bar. Donc ça fait quand même un petit peu. Hein. Ouais, mine de rien. Allez, nous aurons l'occasion de revenir et de vous proposer un test complet du MacBook Air, mais aussi du Mac Mini l'année prochaine. Sans oublier les AirPods Max et les HomePod Mini. Le mot de conclusion avec Jean-Louis Gasset. On se fait plaisir ce soir, on prend notre temps. Nous avions parlé ensemble, Jean-Louis, il y a quelques mois de l'avenir du Mac face à la montée en puissance de l'iPhone, même il y a quelques années déjà. Que dis-je du succès de l'iPhone? Le rouleau compresseur à iPhone qui donnait vraiment l'impression qu'Apple n'avait plus vraiment d'ambition pour ses ordinateurs. On pouvait justement se poser la question si à terme le Mac n'allait pas purement disparaître. Je me rappelle que vous m'aviez alors répondu qu'entre la base installée d'iOS et celle de macOS, qu'Apple n'allait pas choisir, n'a pas hésité très longtemps, elle allait choisir l'iPhone. L'arrivée un peu surprise, même si il y avait pas mal de rumeurs, change la donne et redonne enfin de la perspective au Macintosh, et ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu, Jean-Louis. Oui, là on voit pour le Macintosh un très bon avenir, d'autant plus que les prouesses d'Apple en conception et réalisation de semi-conducteurs, c'est vraiment unique dans l'industrie, puisque sur le terrain des processeurs, ils arrivent à battre le roi Intel. Cela dit, je vais évoquer un souvenir. Ça fait à quelques jours près, ça fait 40 ans que j'ai signé mon contrat avec Apple. Décembre 80. Oui. Le jour de l'introduction, hein, c'est ça? Le jour de l'introduction en bourse. 12 décembre, ouais. Le jour de l'introduction en bourse. Et quelques années après, quand je suis arrivé à Cupertino, une des premières choses qu'on a faites, c'est d'acheter un supercomputer Cray pour travailler avec ATT Microelectronics et essayer de concevoir un autre processeur à l'époque, un quadriprocesseur avec quatre processeurs sur un même chip pour avoir le contrôle de notre avenir. Ce projet-là a échoué, mais on voit qu'il y a des choses qui sont dans le cœur de la culture Apple qui sont très durables, c'est-à-dire d'avoir le contrôle sur tous les éléments de la pile qui constitue le produit. Donc je suis, pour ma part, très heureux de voir le Mac avec un très bel avenir. Oui, et puis autre peut-être conclusion qu'on peut donner, c'est qu'en matière de tech, les places ne sont jamais acquises. Et de manière régulière, il y a des cycles qui se renouvellent et que les leaders d'aujourd'hui sont peut-être les losers de demain. On ne le souhaite pas pour Intel, mais en tout cas, Apple a pris une belle revanche. Et moi qui suis un observateur attentif d'Apple depuis des années, j'aurais jamais cru qu'Apple arriverait à mettre une telle claque à Intel avec sa propre puce, la designer et la faire produire. C'est assez étonnant. C'est une belle histoire, une belle année 2021 qui s'ouvre devant nous, en tout cas au registre du Mac. On le souhaite évidemment au registre plus personnel et plus sanitaire également. Et on passe tout de suite à vos coups de cœur. Mais juste avant les coups de cœur, un petit mot à propos de notre sponsor cette semaine. l'A6 en regard SSD, c'est le dernier modèle du célèbre disque tout-terrain équipé du bumper orange. Comme son nom l'indique, il intègre un SSD Seagate FireCuda au format NVMe, un format très compact qui a permis de diminuer la taille du boîtier. Le tout est recouvert d'une épaisse couche de caoutchouc qui protège le disque des chutes de 3 mètres et de l'écrasement jusqu'à 2 tonnes, de la poussière, de l'immersion dans l'eau durant 30 minutes à 1 mètre. Bref,
Le tout est certifié IP67. Il est vraiment conçu pour une utilisation tout terrain. Comptez environ 150 € en ce moment. Donc c'est une bonne affaire, surtout que c'est bien moins cher que l'option SSD 500 Go d'Apple pour le MacBook Pro M1. La version de base du MacBook Pro est en effet proposée à 256 Go. Autant dire que le RGAD SSD est une belle alternative si vous souhaitez acheter ou si vous utilisez un MacBook Pro tant pour archiver que pour stocker vos fichiers de travail. D'autant qu'il est garanti 5 ans et comporte la garantie Rescue. Merci à Dacil de nous soutenir. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Jean-Louis. Quel est votre coup de cœur pour cette émission ? Le coup de cœur pour moi, c'est le MacBook Air. C'est vraiment le produit que je trouve dans le monde qui est le mien, et non pas dans tout le monde, mais dans le monde qui est le mien. Je pense que c'est un produit très accompli qui va pénétrer le marché du PC d'une manière assez sympathique. Oui, on aura l'occasion encore une fois d'y revenir au mois de janvier. Merci Jean-Louis. Monsieur X, votre coup de cœur cette semaine? Alors, mon coup de cœur, c'est un logiciel qui s'appelle Leaf, L-E-A-F. C'est une feuille d'arbre en anglais. Alors, c'est un truc peut-être que des gens de mon âge utilisent, mais qui est un peu passéiste pour d'autres. C'est un lecteur de flux RSS. C'est un petit peu cher, je crois que je l'ai payé 10 €. Mais alors, c'est sublime, hein. La facilité d'utilisation est géniale, l'interface est très très bien, et puis il y a une petite fonction qui paraît évidente mais moi qui me fait gagner beaucoup de temps. Vous avez les nouvelles qui arrivent dans la colonne de gauche et directement la page du site web correspondante est chargée dans le volet de droite, donc j'ai pu aller de mon lecteur de RSS, de flux RSS à la page web, tout ça c'est agrégé. Vous avez même des fonctions, mais je le fais pas, hein, surtout quand je lis le site Mac Forever via son flux RSS qui vous permet de supprimer toutes les publicités. Ah ben non, il faut pas, hein, Monsieur X. Ce qui est pas très sympa, mais si vous cherchez un bon lecteur de flux RSS... Didier fait quelque chose. Dis quelque chose, Didier. C'est pas bien. Vu le nombre de gens qui utilisent le RSS, c'est quand même un manque à gagner énorme aujourd'hui. C'est clair. Vous êtes des méchants. Et ben en tous les cas, ça marche super bien. Merci, Monsieur X. Didier. Oui, c'est Didier qui enchaîne. Après, ce sera Laurent. J'ai un super coup de cœur. C'est un accessoire. Regarde, comme il est tout petit, il tient dans ma main comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, on est dans des périodes de télétravail où les gens travaillent beaucoup avec leur portable. Tu sais que les portables, c'est pas très bon pour le dos. Là, tu te casses un petit peu le cou. Donc, il faut surélever ton ordinateur. Regarde. Heureusement, il est arrivé. On fait la démo en live. Donc, en fait, c'est un petit support pour mettre ton ordinateur, voilà, donc qui est assez classique. Hein, il y en a plein déjà sur Amazon. Sauf que celui-là, donc c'est Ugreen qui fait ça. Il a 3 positions et il intègre. Alors, je sais pas si j'arrive à te le montrer. C'est inédit parce qu'il n'est pas encore sorti. Il intègre en fait un petit dock là-haut. Ah, donc, oui. avec des ports. Donc, il y a des ports USB, il y a du HDMI, il y a un lecteur SD, il y a le petit port USB-C pour le connecter à la machine. Et ce truc-là pèse 300 grammes. C'est-à-dire que tu le mets dans ton sac. Tu as à la fois le support et le dock. Et en plus, il te donne une petite housse comme ça pour le transporter. Le petit câble est fourni. Et monsieur, ça coûte que 50 €. Donc le prix d'un dock, en fait, pour le prix, t'as le stand. Merci Didier. Laurent, de ton côté. Il tient dans ma main, il est dans ma main là. Mais qu'est-ce que c'est? Hop, voilà. C'est un téléphone. Non, voilà, il est dans ma main. Et tu connais ma passion des drones. Hein. Ouais. J'ai même tourné des images pour On refait le Mac il y a un peu plus d'1 an et demi. Ouais, parce que moi, je l'ai et en fait, voilà. Donc voilà, en fait c'est ouais, tout à fait. En fait c'est le DJI, donc la marque DJI Mini 2, donc 249 grammes, 4K. Vas-y, déploie-le un petit peu, c'est vraiment. Non mais surtout il est tout petit quoi. Il tient derrière la main quoi. C'est génial quoi. C'est le drone pour moi, c'est le drone idéal. Tu l'as dans la poche presque quoi. Et il résiste à un vent force 5 quoi. Donc du coup ça c'est petit mais costaud. Donc voilà, vraiment balance-le pour vraiment petit, il s'envole tout seul. Non, c'est franchement donc voilà. Donc je trouve que c'est on a fait 100 cadeaux, je recommande à nos auditeurs d'aller voir les 2 émissions qui s'ils ne les ont pas vues sur les 100 cadeaux. On n'avait pas le mais on l'a là, il est là. DJI Mavic Mini 2. Ouais, c'est un bel objet. Mini 2 d'ailleurs. Et il filme en 4K. Et il filme en 4K. 249 grammes, donc il n'y a besoin de rien pour le faire voler. Je ne veux pas dire de bêtises, aussi, un truc de fou, ça aussi. Donc voilà. De mon côté, on l'a présenté aussi dans l'émission de Noël, mais je n'ai pas eu le temps, moi, vraiment eu le temps de la tester. C'était plutôt mes camarades qui l'avaient testé. Je me suis un petit peu amusé avec. C'est le produit idéal pour Noël. Si vous cherchez un produit Apple avec un bon rapport qualité-prix,
c'est les HomePod mini, bien sûr, à 99 €. Alors, il faut en trouver, hein, ils sont plutôt rares en ce moment sur le marché, mais on arrive quand même à en trouver, notamment dans les Apple Store. Donc voilà, c'est tout simplement très longtemps qu'Apple avait sorti un produit avec un super prix, un super rapport qualité-prix comme celui-là. Il y avait les AirPods à un moment donné qui étaient super bien positionnés, pas les Max, hein, parce que ça c'est n'importe quoi, mais ça c'est vraiment étonnant. Et en plus, bon, Siri est perfectible, mais si vous voulez vraiment piloter et que vous commencez à faire un écosystème avec HomeKit à la maison, il vous faut cet objet-là, parce que ça fait pont et en plus ça vous permet de piloter sans utiliser le téléphone et l'iPhone, pardon. Et on peut s'en servir comme enceinte pour le MacBook Pro ou le MacBook Air. Éventuellement, donc c'est vraiment un super produit. J'ai vraiment été agréablement surpris de la qualité du son. Le HomePod mini, 99 €. Faites-vous plaisir pour les fêtes. C'est la fin de ce 392e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Vous étiez depuis la création de notre chaîne YouTube, plus de 58 000 à cliquer sur le bouton j'aime, plus de 42 000 à laisser un commentaire. Rien que cette année, notre chaîne YouTube, toujours sur notre chaîne YouTube, nous avons enregistré quelque chose comme 381 635 heures de programmes regardés. 380 635 heures, c'est un record pour On refait le Mac, uniquement sur YouTube, et 1,1 million de nouvelles vues. Merci encore, un record encore une fois battu, rien que sur YouTube, sachant que c'est une chaîne qui, comme il y en a d'autres, qui ne propose qu'une vidéo par semaine. Donc vraiment, c'est pour nous, avec notre format atypique, une durée aussi très atypique comme ce soir, tout bonnement exceptionnel. Donc 1000 merci. C'est vrai. Sachant que nous sommes également présents sur podcast d'Apple, au format vidéo et audio, Spotify, Deezer, bref. Nous avons vécu grâce à vous vraiment une belle année. Merci, 1000 merci les amis. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une belle et heureuse année 2021, qu'elle soit bien meilleure que celle qui se termine. On est heureux qu'elle se termine. Jean-Louis, on vous le dit à chaque émission, mais on va venir vous voir dès que ça ira mieux. On va la faire, cette émission à Palo Alto. Et puis, vous allez venir nous voir aussi ici en plateau. On va faire un bon gueuleton autour de bonnes choses quand les restaurants sont ouverts. On compte sur vous, Jean-Louis. Vous pouvez compter sur moi et je vous attends. Avec grand plaisir. Merci Jean-Louis. Didier, profite bien du ski pendant que nous, on ne pourra pas skier. Laurent, profite bien de la Corse pendant les fêtes. Pace salut, mon cher Laurent. Monsieur X, profitez bien de votre Apple AirPod Max. Tu nous diras, on en fera une émission à la rentrée, ce que tu en as pensé. Je vous donne rendez-vous, quant à vous, chers amis, l'année prochaine pour un nouvel épisode. Belle et heureuse année. Pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton « Abonnez-vous ». Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. On vous remercie encore pour votre fidélité et à l'année prochaine. Au revoir.